Bonjour, Alou Nomouli, donc désolé pour hier soir, hein, je me suis endormi, j'étais complètement crevé à la fin de toute façon. Donc on va reprendre, hein, Mitterrand, hein, forcément, ma jeunesse, mon enfance. Merci à Pierre-Yves et merci à Greg d'accepter de refaire avec moi. Je suis sûr que vous attendez tous, hein. C'est Fred, c'est une sorte de trio, je sais qu'ils ont fait leur live ensemble, mais tu vois, une sorte, grâce à on va appeler ça au full. Tu sais, au truc où tu mets un mec dans. Voilà. Bah, c'est ça, en fait. C'est un trucage technologique, un effet spéciaux et tout, mais c'est pas grave. Donc là, on continue. Allez. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et le noir qui arrive avec la tête entre les mains. Comme disait Roger Hanin, qui était son beau-frère, le dîner de con, c'était pas son jeu favori, mais ça lui gâtait pas l'appétit. Et le mytheux, si tu veux, c'était la méchanceté, la phrase la plus méchante. Tu vas prendre Ah, il est méchant. alors, président Mitterrand, être élu avec le peuple de gauche, qu'est-ce que ça fait? Imbécile. Pour vous, c'est quoi être élu? En plus, je suis sur un fauteuil. Il dit 20 ans à boire des kirs. 20 ans à boire des kirs, cette phrase. Là, si vous voulez voir qui est François Mitterrand, je vous conseille un ouvrage qui est très beau par ailleurs, qui malheureusement n'a jamais été fini parce que Très bel ouvrage. son auteur devait faire un tome 2, il ne l'a pas fait, qui est de Paul-Marie Couteau, qui s'appelle De Gaulle philosophe. Et vous voyez comment De Gaulle est mort et comment Mitterrand est mort. Mitterrand a tout mis en scène. Et dans les dernières heures de sa vie, il a dit non, il faut que je dise la vérité une fois. Donc il a viré les portraits de Jaurès, il a mis le portrait de Mario Bros, peu importe. Et non, il a viré les roses, il a mis des médicaments. Cette histoire de qui? Dans l'anonymat. Pourquoi? C'est-à-dire que Mitterrand, au moment de crever, Mais c'est public, c'est public, c'est une public. photo du maréchal et il a dit. En tout cas, Maréchal, voilà. et le pire, c'est que, et là pour le coup, je vais te le dire, À la c'est cagoule. Dumas qui raconte. Mitterrand lui dit, va me chercher Bénouville, et Bénouville, Guylain de Bénouville, qui est un grand résistant, mais qui était un homme de droite. Bénouville. C'est l'homme qui a fait entrer Mitterrand, la cagoule. La cagoule, officine gauchiste bien connue. Bon. Succès éditorial à la clé, la plupart des gens l'ayant connu ont écrit un livre sur lui en bien normal. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de Michel Sidbon, sorti aux éditions Aviso. Mitterrand, le cagoulard, de la collection Voyage aux sources de l'extrême droite française. Car en effet, à travers un tour d'horizon de toutes les relations et proches membres clés de ce groupe d'extrême droite qu'on surnommait la cagoule, la trajectoire fasciste et anticommuniste de Mitterrand qu'on connaît habituellement en social-démocrate y apparaît avec une clarté édifiante. Après une jeunesse bourgeoise, issue d'un milieu catholique de droite, François Mitterrand milite dès 1934 à Paris chez les Volontaires nationaux, un mouvement de jeunesse sous l'égide des Croix de Feu, une association d'anciens combattants nationalistes d'extrême droite. Admirateur de Charles Maurras et de Napoléon, le jeune Mitterrand intègre rapidement la Cagoule, un mouvement pro-nazi et antisémite français comptant à l'époque près d'1 million de sympathisants. Ce groupe d'activistes a opéré des assassinats politiques de personnalités de gauche ou des actions terroristes pour déstabiliser la République. Rappelons qu'au milieu des années 30, le fascisme est puissant dans la plupart des pays d'Europe. Et si Mitterrand s'est illustré plus tard au Parti socialiste, qui était avant un parti de gauche, il fut bel et bien fasciste, monarchiste et nationaliste engagé. À moins de 30 ans, il est déjà haut fonctionnaire pour le gouvernement de Vichy, le régime de la collaboration avec l'Allemagne nazie, où il dirige le bureau des anciens combattants, la LFC, ce qui lui permet d'être, de fait, à la tête d'une sorte de police politique de surveillance des antinationaux, comme on appelait le plus souvent les communistes et résistants de l'époque. Avec le parrainage des deux cagoulards Gabriel Janté et Simon Arbello, François Mitterrand reçoit de la part de Pétain en 1943 la décoration de l'ordre de la Francisque. Ce poste lui a aussi permis d'obtenir une connaissance unique du paysage politique mouvementé de l'époque et des atouts précieux pour ce qui allait devenir rapidement le sport national, se faire passer pour un ancien résistant après la défaite des nazis. Donc, le problème, c'est que Mitterrand a réussi. Le problème, c'est que raciste à l'époque, c'était autre chose que maintenant, hein. Marine Le Pen et Jean-Marc Thibault, je sais pas quoi là. Et quand tu sais que 83, il avait prévu de liquider le vrai socialisme français, qui était d'ailleurs bolo compatible sur bien des points,
et qu'il avait prévu dès 81 de faire venir tous les salopards qui sont venus dans la lignée du tournant de 83, je pense au Père Levade, tous ces gens qui sont vraiment à la vie de la terre, et qu'ils ont détruit une partie des espoirs du peuple ouvrier. Pierre Mauroy se consacre à la construction de ce qu'il appelle le socle du changement. Les grandes réformes sont mises en chantier et adoptées plus ou moins facilement par les parlementaires, la décentralisation qui donne plus de pouvoir aux collectivités locales, les nationalisations qui concernent 39 banques et 5 groupes industriels. Parallèlement, le gouvernement augmente le SMIC, les allocations familiales, l'allocation vieillesse et institue un impôt sur les grandes fortunes. À ce moment-là, on a opéré une relance en France, une relance keynésienne, on peut dire, des mesures sociales, mais qui finalement profite surtout aux partenaires économiques, à l'Allemagne, au Japon, aux États-Unis. La relance commerciale en France crée du déficit commercial. Ça produit une dévaluation de quasiment 10% à l'égard du mark en juin 82. Ça fait qu'on décide aussi un blocage des prix et des salaires. Donc là, de fait, le tandem Mauroy-Mitterrand a décidé de mettre en œuvre une politique de rigueur, une politique de La rigueur. Et je le dis aux Français, que je ne suis pas l'homme de la rigueur pour la rigueur. Ça n'aurait pas de sens. Je suis le chef d'un gouvernement où la politique de rigueur est au service de la justice et de la solidarité, où la politique de rigueur est une politique pour lutter contre les inégalités. Non. Donc ça, c'est le négatif. Qu'est-ce qu'on met dans le positif et qu'est-ce qu'on met dans le négatif? Négatif. Le tournant sociétal. Alors, attention, le pire de ce qui a été fait sous Mitterrand a été fait en période de cohabitation. Le problème, c'est que, si tu veux, la droite chiracienne d'abord, baladurienne ensuite, eh bien, elle fait des saloperies. C'est par exemple elle qui laisse faire la monstrueuse affaire du Rwanda alors que Mitterrand avait tout compris sur la déstabilisation de l'Afrique des Grands Lacs, et pour pouvoir se débarrasser de la France, la bande à Balladur qui va donner, à la fin le jupéisme, mais qui va donner un mec comme Édouard Philippe. Édouard Philippe. Si tu veux, tu vois, la galerie tu tapes la galerie de l'évolution à l'envers. Donc, tous ces gens-là, tu vois, Mitterrand était totalement conscient de l'impérialisme américain sur les affaires de Balkans. En réalité, Mitterrand avait deux qualités. Premièrement, il avait une culture classique des relations internationales. Et deuxièmement, tu vois, par exemple, quand il disait « Moi vivant, nul ne touchera au Liban », parce qu'il connaissait le rôle pivot du Liban dans le développement autonome du Moyen-Orient. Et deuxièmement, Mitterrand réagissait en homme d'État quand son honneur d'homme personnel était blessé. Donc, il n'arrivait pas à être un homme d'État tout le temps. C'était à la fois sa qualité et sa limite, mais de temps en temps, quand des agents étrangers, entre autres, menaçaient les intérêts de la France, il a parfois bien tapé. À quel moment? Alors, il y a des affaires ténébreuses, l'affaire Grosso, entre autres, il y a des affaires ténébreuses, mais il y a le fait que Mitterrand, par exemple, et qu'on a, entre autres, sous Mitterrand, on a réglé les affaires entre les affaires du Tchad et autres, il savait de temps en temps, Les Américains et au nom puis... de la raison d'État, il savait maintenir les intérêts français. Alors, il a fait énormément de choses très discutables, et entre autres laissé la destruction de la culture et de l'enseignement à quelqu'un comme Jacques Lang, qui est absolument insupportable, qui a créé les commissaires à la création, qui existent encore, qui sont les gens qui font l'art officiel. Enfin, il a fait beaucoup de choses au nom de la gauche caviar, mais néanmoins, Mitterrand, il était ce qu'il était. Mais d'ailleurs, Et le tournant de la rigueur, le tournant de l'Europe, qui ont tiré mais 83. oui, mais attention, ça, il le fait, il l'assume, il le paiera de son absence de postérité. D'ailleurs, peu de personnes ne Mitterrandien à cause de ça, et il mérite notre colère pour ça. Il ne mérite pas notre haine, parce que les hommes qui méritent notre haine, c'est les hommes qui, depuis le début, préparent ce tournant dans ce monde. C'est les hommes de Jacques Delors, c'est les hommes de la gauche chrétienne, c'est les hommes de la CFDT, c'est les hommes de la deuxième gauche. Dans les faits, on met en œuvre une politique de droite, mais Mitterrand prévient, je vais attendre que les municipales soient passées, et après les municipales, peut-être que je mettrai en œuvre une autre politique plus audacieuse et qui comporterait du protectionnisme, la sortie du système monétaire européen, des mesures sociales, la continuité finalement d'une expérience socialiste. Pendant des mois, entre cette proclamation de Mitterrand en juin 1982
1982 et les municipales en mars 1983, on va avoir un affrontement entre deux visions de la gauche, deux avenirs pour la gauche. Ce sont des camps qui sont déterminés. D'un côté, on a Chevènement, on a la gauche du Parti socialiste Jean Popren, on a aussi un patron, Jean Rigoux, patron de Schlumberger, qui lui préconise de passer aux 35 heures, voire aux 32 heures, de moderniser socialement le pays. 15 heures dans Et le puis mois. de l'autre côté, en face, on a les tenants de l'orthodoxie, avec en tête Jacques Delors, avec à ses côtés Michel Camdessus, avec Michel Rocard, avec à l'Élysée, auprès de François Mitterrand, Jacques Attali, lui aussi partisan de l'orthodoxie. Et pendant des mois, par journaux interposés, par livres parfois, il va y avoir une polémique entre ces deux camps, par petites phrases, par déclarations, pour savoir qu'est-ce que Mitterrand va devoir décider au lendemain des municipales en mars 1983. Mitterrand sait qu'il doit faire un choix crucial, soit l'Europe, soit la justice sociale, soit s'intégrer pleinement et avancer dans cette Europe libérale, soit poursuivre l'expérience sinon socialiste, du moins sociale, à l'échelle nationale. Alors, il avait fait déclarer Je la suis guerre à partagé entre deux l'Allemagne. ambitions, celle de la construction de l'Europe et celle de la justice sociale. Le SME est nécessaire pour réussir la première, et limite ma liberté pour la seconde. C'est tout ce ramassis d'assassins qui lavent le sang d'ouvriers sur leurs mains à l'eau bénite, hein, et qui viennent qui sont des gauchistes de sacristie et qui sont vraiment la vie de la terre. Bien plus que Mitterrand ne le sera jamais. Et puis on peut même aller par-delà, on peut même adoucir le bilan culturel de Jack Lang, la fête de la musique, c'est quand même bonne idée. Comme disait Laurent Gérard, que des connards chutés à mort chantent avec des grappes pourries et qui frisent dans le dos, c'est une idée de moi. Alors concernant Mitterrand, moi j'ai envie de te dire aussi, la guerre du Mitterrand c'est Golfe. quand même celui qui nous envoie la première fois en Irak, et qui nous aligne militairement sur les États-Unis dans une opération dans laquelle on n'a rien à gagner. Lorsque je vous ai adressé mes vœux le 31 décembre, je ne vous ai pas caché la gravité de la situation créée par le refuge obstiné de l'Irak d'évacuer C'est le vrai que la Koweït. première guerre du Golfe, c'est vraiment une fumisterie, quoi. Parce que la deuxième encore, je veux dire, ouais, le 11 septembre, Saddam Hussein, machin, bon, faut y croire, mais à la limite, tu vois. Mais la première guerre, et alors je me dis, mais pourquoi on y va? Il nous envoie aussi, ça y est, Alors, dans les magnifiques bras de l'OTAN quasiment avant Sarkozy. Alors, c'est en partie, ce que tu dis est en partie vrai. Après, la deuxième guerre du Golfe, parce que l'on parle de la deuxième guerre du Golfe, la première c'est la guerre Iran-Irak. Oui, Oui, en fait il y en a eu 3. ouais. Il ne faut pas oublier que notre renseignement militaire s'est laissé complètement intoxiquer par la manipulation des images satellitaires américaines. Sur la 4e armée du monde, l'énorme armée de Saddam. Quatrième armée du monde. Les chars en bois. Non, C'était c'est une armée qui s'est des battue, trucs en mais contreplaqué. on a dit la 4e armée du monde, mon Dieu, mais elle La a guignol de l'info à l'époque disait mais oui vous y êtes allé parce qu'on vous a dit que vous aviez la 3e. On était censé être la 3e nous à l'époque. Non mais si tu Me veux, disaient les tu Américains. vois, tout ça était délirant. On a monté, et le problème c'est que nous n'étions pas prêts à la guerre de l'information et à la manipulation cognitive dont les Américains ont fait un art de guerre depuis la fin du 19e siècle. C'est pour ceux qui s'intéressent, c'est la première manipulation de la presse par les guerres américaines, c'est la petite guerre qu'ils font à Cuba à la fin du 19e. Or, l'Amérique est passée maître là-dedans et Mitterrand n'y voit que du feu. Alors il est vrai, il est coupable, mais toute la classe politique française est coupable dans ce cas. Avec lui, Chirac le premier, parce que je rappelle que Chirac est allé serrer la main de Saddam Hussein, c'est lui qui a livré les centrales que les Israéliens ont fait exploser, etc., etc. Donc là, pour le coup, c'est une faute qu'on peut partager. Ok. Donc pour toi, Mitterrand, il mérite quand même une place de. Il mérite quand même une place Mitterrand, de Mitterrand, B. comme le dit très bien le général de Gaulle quand on l'interroge, il dit qui après moi? On lui répond Mitterrand, il dit au moins c'est encore la France. Mitterrand qui disait. Ah, il m'a pu. C'est quoi là? Je mets plus où ils te disent pas quoi acheter, quoi. C'est genre, au lieu de te dire acheter ça, genre, il faut regarder l'écran, il faut être super attentif. Oh, putain, ils ont marqué la marque en bas, quoi. Vas-y, passe là, je sais pas ce que je dois acheter vu qu'ils me le disent pas. Et je vais pouvoir zapper. Qui disait, et qui avait
dit une phrase absolument classique. Il a dit après moi, je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura Le dernier dans la lignée de De Gaulle, après moi, il n'y aura que des boutiquiers, des comptables, etc. des comptables, et quelque chose comme ça. On mettra un Hollande, extrait. Macron. Est-ce qu'il avait raison? Parce qu'après lui, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Chirac, et ça, c'est souvent un débat générationnel, en tout cas pour les gens de notre âge, Jacques c'est de Chirac. savoir si, de quel côté on met Chirac. Non. Est-ce que le côté cul des vaches Non, le donc, permet de se maintenir alors, au moins au B ou pas? Il peut se maintenir À sur combien? trois. Il peut À se combien, maintenir Chirac? Le Japon. moyen. B aussi. Oui. Mais au-dessus de Mitterrand? Non. Un peu au-dessous. Mais Ouais. il y a trois choses. Alors, qu'est-ce qui Alors, se passe à ce moment-là? je veux dire, sociologiquement Bien, mais pas top. Sociologiquement, Ah, même pas, après, si tu veux, le socialisme triomphant, Chirac essaye de faire regagner une partie. Chirac, en réalité, fait élire sur le petit peuple patriote du RPR le programme antinational de Juppé. Ah. Très clair, c'est aussi simple que ça. Et le problème, c'est que Chirac va ensuite provoquer par la dissolution du temps la cohabitation qui permet sa réélection parce que une partie de la nullité de la gauche plurielle Putain, c'était nul. va permettre à Chirac de ne pas avoir de bilan de premier mandat ou quasiment pas, et donc de devoir assumer un deuxième mandat où il va arbitrer entre le Bossure à Farin, Galuzzo de Villepin, ce magnifique nom de canasson dans la 5e à Auteuil, et le nain Magyar Sarkozy. Non, Donc, ma guerre. Chirac, c'est une espèce de, comme dirait Conrad Lorenz. Est-ce que c'est un patriote pour toi? Est-ce que Non, c'est un homme non, qui a non, aimé la non, France? Non, justement. Il aimait bien la C'est France. C'est la différence avec Moi, Mitterrand. le il aimait jour, pas la France. tout à fait. Le jour où Chirac est mort, j'ai écrit un papier qui avait beaucoup circulé qui s'appelle GAI Chirac. Et GAI. pourquoi GAI Chirac? Parce que Un Chirac GAI. était, Je croyais les Chirac lettres. était un homme dont la devise était le passé m'emmerde. C'était un homme qui était pétri de France, qui pouvait être pétri de France, mais qui était indifférent à la France. C'est un homme Ouais. que toute la France indifférait alors qu'il était riche en monde. Il aurait été un diplomate de génie. Il connaissait toutes les règles du Yokozuna. Il écrivait des haïkus. Il connaissait l'Inde par cœur. Il connaissait l'islam par cœur. Les duels qu'il a eu personnellement avec le président George Bush sont très nets là-dessus. C'est-à-dire qu'il essaie d'expliquer avec Photo qui résume tout. un mec un peu limité, qui était le deuxième président Ah, Bush. mais un peu, Bush père, qui était un intellectuel, ça. Je vais vous la montrer. Quoi. Limité. Ah, parce que franchement, la photo, elle vaut le coup d'œil. Après, je vais essayer de pas couper la vidéo. Photo qui résume tout. C'est l'heure qu'il a, Chirac. Ah bah oui, hein. C'est le volume, hein. Ah, c'est bon là? Ah non, je l'ai mis à côté. Bon, c'est pas grave, tiens. Alors, c'est quel bouton qu'il faut que j'appuie? Ah, mais j'ai continué, c'est bon. Je vais avoir une pause, machin. Allez, lance-toi. Qui était le deuxième président Bush. Pas Bush père, mais qui était un intellectuel cérébral patricien. Bush fils, qui est quand même plutôt un mec qui a quand même rencontré Dieu au fond d'une bouteille. Donc, Il a failli se tuer avec un de pretzel. lui expliquer les différences entre chiites et sunnites, etc. T'imagines, tu te tues avec un bretzel. Il pénétrait de rapports géopolitiques, il comprenait ça parfaitement. Il était riche en monde, il connaissait la culture japonaise comme très très peu de japonais. Et il y a une compétition annuelle de sumo qui est la Il compétition. a fait du Jacques sumo Chirac. avec un... Putain, un vrai sumo, il a fait. Le pire, Il était c'est que en la première costard. personne qui le félicite en 2002, c'est le plus grand Yokozuna. Ah, c'est la classe. Le plus grand sumo du Japon. C'est Fidel Castro. Et Fidel c'est Castro. C'est Ivan. Or, Je parlais, excuse-moi. c'est Fidel Castro. Fidel Et Castro. c'est Muammar Kadhafi. Ah, Or, Kadhafi. le problème, Ami de la C'est que- autre chose que Bruno Le Maire, Gérald Oui, c'est Darmanin clair. et Joe Biden. Putain, c'est chaud, tu te fais fister Or, par le problème, Kadhafi. c'est- Si tu veux, Ah, c'est chaud pas dans le sens, c'est mal, mais dans le sens indifférent à la France. Ça, je ne lui pardonnerai jamais parce qu'il avait les moyens d'être autre chose. Le problème, c'est qu'il a préféré la bourgeoisie, entre autres incarnée par son ignoble couche au Courcelles, Hum. et il avait les moyens d'être autre chose, mais par parisianisme, par paresse, par lâcheté, il a été. Et c'est pour ça que je le mettrai au-dessous de Mitterrand, alors qu'il avait tout compris. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait faire le discours à Villepin à l'ONU. Monsieur le Président, à ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment
nous allons Ça, c'est céder fort. à la guerre. Je voudrais dire que rien au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Alors, on va rajouter ce fameux discours qui s'oppose à l'entrée en guerre de la France Avec la fiole. en Irak, mais par contre, et ça vous direz Richard Labévière, après les Américains nous font de telles rétorsions économiques que Chirac, au lieu de crier sur tous les toits du monde, les Américains nous emmerdent parce que nous avons voulu la paix, et regardez le bordel qu'ils sont en train de mettre, parce que le Moyen-Orient a disparu à partir de 2003. Et ne s'est jamais relevé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait, Et Chirac? bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le sommet, un sommet qui a lieu, qui est le sommet du G7 à Évian, où il largue toutes les positions traditionnelles de la France, il retire la protection française sur le Liban, ce qui va faire le martyr du Liban. Pourquoi il fait ça alors? Par trouille et parce qu'il est dominé par un homme qui devient le nouveau conseiller diplomatique, l'homme à tout faire et qui l'est encore, et dont les lieutenants le sont encore, qui est l'école des anciens ambassadeurs français à Washington, qui est l'école néoconservatrice française, qui est dominée par un homme qui est Jean-Baptiste Lévite. Or, le problème, c'est que ces mecs-là ont détruit la diplomatie française. Ce sont des néoconservateurs imbéciles qui pensent qu'on peut normaliser les peuples et, si besoin, les normaliser par la démocratie émancipatrice à couper 52 dans ta gueule. Tu vois, toc toc toc, c'est qui la démocratie? Tu vois, c'est le bruit. En réalité, quand tu entends ça, c'est le bruit de la mort en fait. On n'a jamais connu le bruit de la mort. Maintenant, on le sait. Toc toc toc, c'est la démocratie. Donc, le problème, c'est que Chirac a vu tout ça. La France pouvait éviter tout ça. Je rappelle quand même que les Tabou, alors, puisque là, ça va être la jonction 2003, donc les années Bush et les années Obama. Entre les années Bush et les années Obama, je rappelle qu'Obama tue plus de ces pauvres gens que personne d'autre. Hein. Il y a eu le prix Nobel de la paix qui le mérite. Retour maintenant sur l'aspect peut-être le moins connu de Barack Obama, peut-être celui d'ailleurs qui va jouer un rôle déterminant dans cette élection. En tout cas, le président américain militant pacifiste est donc devenu un redoutable chef de guerre. Barack Obama forme avec le patron de la CIA, l'ex-général David Petraeus, un redoutable tandem à son actif, notamment la mort de Ben Laden et la stratégie de la guerre des drones qui a fait des milliers de victimes. Avec nous sur ce plateau, notre invité Régis Le Sommier. Bonsoir, grand reporter, ancien correspondant aux États-Unis, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Et vous apportez justement un éclairage extrêmement passionnant sur ce visage et cet aspect qui est rarement évoqué du président. Rarement évoqué, ça dépend ce que tu regardes. Petraeus, qui est littéralement, on y reviendra dans un instant, le bras droit de Barack Obama dans toutes ses opérations de lutte contre le terrorisme. C'est tout de même une surprise de constater que Barack Obama, réputé au départ totalement pacifiste, est aujourd'hui qualifié de véritable chef de guerre. Tout à fait. C'est une surprise, mais en même temps, il faut voir les circonstances dans lesquelles Barack Obama, en janvier 2008, accède au pouvoir. À cette époque, il va se retrouver, lui, le pacifiste, lui à qui on va décerner le prix Nobel de la paix, il faut le rappeler, de façon, à mon avis, un peu prématurée pour moi. En tout cas, il va se retrouver à la tête d'une machine incroyable qui a été mise en place pendant l'ère Bush, qui est la machine qui fait en fait la jointure entre les forces spéciales et les drones, c'est-à-dire une forme comme on dit dans l'armée américaine, kinétique, c'est-à-dire d'assassinat ciblé. Et cette machine, elle commence à être mise en place à partir de 2006 et elle arrive à maturité au moment où Obama arrive à la Maison-Blanche. Et Barack Obama va d'ailleurs beaucoup s'impliquer dans cette lutte, notamment contre Al-Qaïda. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, donc, la nomination de David Petraeus, elle intervient un petit peu plus tard, mais dès janvier 2008,
auréolé d'ailleurs, s'il a été connu, c'est pour son opposition à la guerre en Irak, c'est quand même assez intéressant de le noter. Ensuite, il va véritablement téléguider, c'est-à-dire c'est lui qui donne le là pour les assassinats ciblés de personnes d'Al-Qaïda. On s'aperçoit qu'il dit rarement non et que pendant la première année de son mandat, j'insiste beaucoup là-dessus, pendant la première année, il y a 6 fois plus de frappes de drones que dans l'ensemble du mandat On de voit George bien d'ailleurs Bush que par son la suite. propre camp est embarrassé par cette dimension, on va dire, extrêmement guerrière de Barack Obama, qui, encore une fois, vous le rappeliez, signe lui-même tous les ordres d'attaque de drones. Il y a encore ce soir une attaque où 4 membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués justement au Yémen par une attaque de drone. Alors, Il a donc signé ce document-là. Il a signé ce document-là. La petite différence, c'est que quand ça se passe au Pakistan, quand c'est dans le fief historique d'Al-Qaïda, les Américains opèrent, enfin la CIA, qui dirige complètement aujourd'hui le programme de drone, la CIA opère avec ce qu'ils appellent des signature strikes. Les signature strikes, c'est un concept qui leur permet d'agir et de diriger un drone et de provoquer un tir simplement sur des suspicions d'activité terroriste. 4 millions de gens ont payé notre lâcheté. Toi, tu parles de lâcheté. Oui. Moi, je suis désolé, c'est mon réflexe complotiste. Quand je vois un mec qui se couche comme ça, pour moi, c'est pas de la lâcheté. Pour moi, s'il a une casserole au cul, c'est peut-être qu'il en avait aussi, parce qu'il y a des belles histoires de coucherie. Alors, il y a des histoires de coucherie. Mais est-ce qu'il aurait... Tu crois pas un scénario qu'on l'aurait fait chanter? Tout à fait possible. Mais il avait quoi au cul, Chirac, quand même? Affaire de pognon entre ses affaires au Japon. Ouais. Et il y a une autre chose que Cacher des trucs dans les sumos, en fait. Il y a une chose que, faut dire, il y a de la place. Ouais, Mais d'un côté, quelqu'un est allé vérifier chez l'archer. Mais donc, il y a une autre chose que je ne lui pardonnerai jamais, c'est d'avoir. C'est tout à fait normal parce